Pour lancer la discussion, je voulais juste vous faire part d'une réflexion personnelle qui fait le lien peut-être entre l'ensemble des interventions, du moins je l'espère. J'ai eu la chance de coordonner un rapport à l'Institut national du cancer qu'on a remis à Agnès Buzyn et à Madame la ministre sur, on va dire, la question d'accessibilité, les questions éthiques autour des dépistages des cancers en France. Si on prend l'exemple du cancer du sein, il croise l'ensemble de nos discussions, et j'ai eu ça en vous écoutant à l'esprit. Il se trouve que les personnes aujourd'hui qui ne bénéficient pas du dépistage au cancer du sein sont des patients d'EPAS, puisque l'ensemble du dépistage organisé est aujourd'hui rattaché à l'affiliation à des fichiers de l'assurance maladie. Et que donc, quand vous n'êtes pas sur un fichier d'assurance maladie, vous ne bénéficiez pas du dépistage. La deuxième catégorie de personnes qui est en grande souffrance aujourd'hui et en préjudice potentiel pour l'avenir sur le retard au dépistage, ce sont les aidants dits naturels ou familiaux, et en particulier sur les aidants des grandes dépendances usagées, puisqu'il se trouve que la cible d'âge de ces patientes sont des patientes entre 50 et 74 ans, c'est l'âge où vous êtes aidant. Et vous renoncez au dépistage, non pas pour des problèmes d'affiliation à l'assurance maladie, mais simplement parce que votre temps est accaparé par l'aide. Et donc, quand Didier Tabuteau nous disait que sur le dispositif collectif, les dispositifs de santé publique, l'harmonisation entre sécurité sociale et action de santé publique, on avait certainement des réflexions, il me trouve que cet exemple-là est assez concret, puisque, en fait, et c'est un de mes grands sujets, vous le savez, avec Guy Launois, avec qui je travaille beaucoup ces questions-là, il se trouve qu'aujourd'hui, une politique de dépistage, finalement, bénéficie à ceux qui, de toute façon, auraient déjà bénéficié et, finalement, risque d'accroître les inégalités sociales de santé. Voilà. Et d'ailleurs, pour être très franc, accroît les inégalités sociales de santé. Donc, c'était histoire de lancer le débat, mais pour vous montrer que ce regard qu'on a souhaité dans cette journée, de ne pas se centrer sur la question des passes, mais de dire qu'à travers l'exemple des passes, c'était certainement une réflexion plus globale sur toutes les fragilités de notre système qu'on pouvait incarner dans nos pratiques. Je pense que les interventions vous ont montré que pour l'instant, on n'avait pas trop mal réussi, mais que maintenant, la parole est à vous pour poser des questions, réagir, s'offenser, défendre et militer si besoin. Je précise juste pour des questions logistiques, si vous pouviez faire des questions les plus courtes possibles, alors pas lapidaires non plus, mais en tout cas courtes, donc pas des tunnels de 20 minutes, voilà. Et puis, peut-être que les discutants pourraient revenir à la table, les intervenants pourraient revenir à la table, parce que peut-être que, effectivement, les questions, certainement, vont s'adresser à eux. Voilà, la parole est à vous. Monsieur, là-bas. Claire. Il y a un micro Oui. Il y a un micro du Pagne, je suis médecin généraliste. Une question pour Monsieur Tabuteau. Vous avez dit, en effet, que le nombre de médecins avait été multiplié par 7 depuis 1945. C'est une donnée intéressante. Mais en même temps, le nombre de personnel destiné à l'administration du soin a été multiplié par 7000. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Simplement que notre système s'est construit, par des initiatives variées. C'est un système qui n'a jamais été organisé, il n'a jamais été construit de façon réfléchie, discutée, que ce soit plus ou moins démocratique ou plus ou moins technique, ça c'est un autre sujet, mais ça n'a jamais été le cas, à la différence de la plupart des systèmes étrangers. C'est-à-dire qu'il a été construit fondamentalement par les médecins. Il a été construit par l'initiative individuelle, avec de grands succès, mais il n'a pas été planifié, il n'a pas été organisé. Et à partir d'un certain moment, ce système, donc très libre, a cherché, parce que la contrainte économique s'est développée, disons à partir des années 70, des chocs pétroliers, a cherché à rationaliser un système libre. Et là, effectivement, il y a eu une hypertrophie technicienne, il y a eu une construction technicienne qui d'ailleurs n'a pas eu pour effet de réguler le système, parce que quand on regarde le dispositif, le meilleur exemple, c'est moins la médecine de ville que la T2A, qui est un exemple très très intéressant, où on voit que pour réguler un système, et parce qu'on se méfie d'une négociation, parce que je rappelle qu'au départ, le PMSI avait été imaginé pour négocier un budget global qui soit plus adapté à l'activité, ce qui pouvait se comprendre. Et à partir de cette idée simple, on passe à un système où on va tarifer pour essayer d'éviter la négociation, parce qu'on a peur de la relation avec la pression, le rapport de force, et donc on va mettre quelque chose d'objectif, c'est-à-dire des chiffres, un tarif à l'acte. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la construction d'une technostructure exceptionnelle, à la fois dans les établissements hospitaliers, parce qu'il faut gérer la T2A, à la fois dans les instances administratives, parce qu'il faut l'organiser,
Et cette technostructure ou cette organisation fondée sur la technique, entre guillemets, elle a des effets tout à fait exceptionnels, puisque quand vous regardez la façon dont la tarification se fait pour les hôpitaux isolés depuis quelques mois, on fait une sur-T2A, c'est-à-dire qu'on reconstruit un système encore plus compliqué pour gérer la situation de 50 à 100 hôpitaux en France. C'est-à-dire qu'on construit, parce on se méfie de la négociation, on se méfie du rapport humain, de la façon dont on peut ensemble dire bah oui, il en faut un peu plus là parce que c'est plus compliqué de répondre à la demande quand on est isolé ou quand on a du mal à recruter des médecins, ou etc. Plutôt que de faire confiance à la relation humaine et à la capacité de négociation, on va essayer d'imaginer une grande matrice carrée objective, avec des chiffres qui permettront d'objectiver, entre guillemets, tout ce que l'on peut. Et ça produit effectivement de l'administration, de la technicité, alors qu'on a besoin d'avoir une relation beaucoup plus simple. Je prends un deuxième exemple pour répondre à votre question. Très rapide. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a ? On a un système système d'assurance maladie, qui a 7 milliards de déficit. Les frais de gestion de l'ensemble des complémentaires en France, c'est 7 milliards. C'est-à-dire qu'on a choisi, plutôt que de mettre des infirmiers ou des aides-soignants ou des aides médico-psychologiques ou les personnels ou des médecins dans les différentes structures, on a choisi de consacrer 7 milliards à des frais de gestion pour faire un doublon de ce que fait la sécurité sociale avec ses moyens. Ben voilà un bon exemple d'une réflexion qui pourrait avoir lieu sur la façon dont on utilise au mieux les moyens et dont on peut réduire de l'activité technicienne, pour reprendre la question qui m'est posée, et pour la faire revenir vers de l'activité ou d'accompagnement ou de l'activité soignante, accompagnement notamment pour les personnes âgées dont on parlait tout à l'heure. Oui, bonjour, je suis médecin neurologue au CHU de Rennes et formaté CHU, avec tout ce que ça veut dire, sur le plan administratif également. Donc j'ai bien entendu ce que l'on disait, quand on écoute le patient, on va moins demander d'examen complémentaire, on va faire des économies. Mais enfin, faire des économies, on ne va pas me payer pour l'examen que je ne demande pas. Et sinon, j'ai aucune idée du fonctionnement pour l'empathie, pour l'écoute du patient. J'ai simplement une idée bête, on aura des tablettes, on mettra 3 sourires, 4 poignées de main, parce qu'il faut tout comptabiliser, il faut que tout soit formaté. Comment est-ce qu'on va évoluer pour tenir compte effectivement de la prise en charge globale? C'est le problème du coût que vous avez abordé, M. Tabuteau, et je pense que on pourrait vous laisser en parler pendant très longtemps, mais c'est un souci. Pourquoi tout ce dont on parle là n'est pas comptabilisable, et tant mieux, mais non comptabilisable dans un modèle économique? Non, il y a des questions qui mériteraient un colloque entier pour y répondre, mais ceci dit, c'est un thème qui est abordé cet après-midi dans le programme, puisqu'on évalue cette question de la performance. Ceci dit, je donnerai une illustration de terrain à ce que vous dites. C'est quand nous sommes dans nos négociations MIGAC avec nos établissements de santé, la question c'est qu'est-ce qu'est le temps d'une consultation normale ou normée au sein des PASS. Donc on en revient effectivement à la question du chiffrage, du comptage de la relation. Je pense qu'il faut y venir, parce que hors du système, point de salut. Mais quand Didier Tabuteau évoquait la confiance, je pense qu'elle est là, la confiance. C'est est-ce que ceux qui nous régissent peuvent entendre que si un professionnel dit qu'une consultation de PASS, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, est-ce qu'on leur fait confiance ou est-ce qu'on met leur parole en doute et qu'on qualifie le travail de bon ou qu'on qualifie l'acteur de peu présent, voilà, de personnes qui dérogent à la règle, puisque à côté, vous avez un petit collègue qui va faire de la dermato et qui va voir 6 patients par heure. Donc je crois qu'on est au cœur, effectivement, d'un débat de ce type. Jackie, là. Bonjour, je suis médecin à la consultation PASS de l'hôpital de Tarare dans le Rhône. Donc petit hôpital, consultation mixte avec donc l'assistante sociale. Et je suis frappé quand même par le temps qu'on passe à hiérarchiser les problèmes. Et non plus seulement les problèmes médicaux, mais les problèmes médico-sociaux. Et je trouve que c'est extrêmement satisfaisant parce que ça permet d'intégrer à cette discussion le patient, c'est-à-dire que lui va choisir lui-même, au même titre que nous, les priorisations de ce qu'il va faire. Et je ne sais pas si ce n'est pas en fait le paramètre qualité des PASS qui est le plus important actuellement. Les regards s'interrogent pour savoir qui veut éclairer votre...
Je ne suis pas censé répondre, je suis censé animer, moi. Donc j'ai une autre casquette que pas certaines fois, donc je ne sais pas, peut-être que Didier Tabuteau va dire un petit mot sur cette question-là. Finalement, c'est plus un constat que vous faites qu'une interrogation. Moi, j'aurais envie de dire que Jean Vils aurait pu répondre à cette question-là, parce que la question que vous posez, c'est est-ce que le système répond réellement à l'attente ? Tout à l'heure, on parlait des besoins de la personne ou des attentes de la personne, et on disait qu'on avait un système de pratique professionnelle assez normé, qui objectivement, on l'a vu à travers l'histoire de la fièvre et de la vie du patient et de ses diarrhées, les objectifs du système de santé sont loin s'en faut les objectifs de vie du patient. Et donc la question que vous posez, c'est comment dans les PASS on essaie d'instaurer ce dialogue pour que le patient soit acteur de certaines priorités. Voilà, moi c'est comme ça que je l'entends. Je ne sais pas, Jean Vils. Juste une petite réflexion sur le problème du temps que vous abordez, mais peut-être plus en termes de temporalité qu'en termes de temps chronométré. Mais le temps chronométré, c'est aussi un des gros soucis aujourd'hui dans la prise en charge des patients, que ce soit dans les PASS ou ailleurs. Je veux dire, le temps est compté. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la valorisation de l'écoute et de l'attention portée aux patients, moi, ça me rappelle une réflexion que j'avais faite à un réanimateur qui me disait « mais on passe un temps infini à écouter les familles, à leur parler, etc. » Il n'y a aucune traçabilité de ce temps, il n'y a aucune valorisation de ce temps. Mais pas seulement valorisation, je dirais, financière, il n'y a même aucune valorisation sur le plan de la recherche universitaire. Pour devenir chef de service, c'est pas en faisant une publication sur l'écoute et les relations avec les patients que vous allez le devenir. Voilà, donc je veux dire, c'est vraiment un système global qui est à réfléchir si on veut effectivement redonner une place à ce qui est aussi fait partie du soin technique, mais pas seulement. En écho de complément de réponse, parce que je ne peux pas m'en empêcher, tout à l'heure, Jean Vils a parlé de la question de l'autonomie et de la compliance du patient, et en disant que le patient intéressant, c'est celui qui est autonome, qui est compliant, et moi j'y rajouterais éventuellement intéressant, aujourd'hui d'un point de vue financier, du point de vue médical. Or, le patient, c'est tout autre chose que ça, et puisqu'on fait écho à un sujet qui m'est cher, qui est quand même la formation des professionnels, vous dites qu'on n'est pas nommé chef de service parce qu'on ne publie pas, mais tout simplement, on n'est peut-être pas encore assez formé. Aujourd'hui, il faut reposer la question. Je sais qu'il y a M. Lévy dans la salle et qui porte avec moi ce débat-là. Quand même, tout revient aussi à la question de la formation et de la valorisation de ce qu'est le métier de soignant dans le cursus initial. À titre personnel, je fais partie de ceux, vous le savez, que je pense qu'on a beaucoup dévié sur la question de l'enseignement de l'éthique médicale en France et qu'on a beaucoup échoué dans ce domaine-là parce qu'on a oublié de traiter de ces questions concrètes. D'accord ? Et qu'on a abandonné ces questions de valorisation. Parce que finalement, l'autonomie et la compétence, c'est ça que vous posez comme question, ça doit être des objectifs, mais ça ne doit pas être des critères de jugement du patient. Or, actuellement, c'est des critères du jugement du patient, et celui qui est ni autonome ni compliant, quelque part, pose problème au système. Alors que c'est celui qui devra intéresser le plus ce système, parce que la mission du système, c'est de résoudre les problèmes de compétence et d'autonomie. Donc je pense qu'il y a une inversion, franchement, dans les têtes à opérer à tous les niveaux, encore. Mais au risque d'être justement, d'enfoncer ce clou, vous connaissez peut-être cette boutade ou cette phrase prêtée au maréchal Joffre qui disait « Mon flanc droit est enfoncé, mon flanc gauche faiblit, la situation est excellente, j'attaque ». Et évidemment, de cette pirouette, je dirais que ma conviction, la conviction d'un certain nombre de gens, c'est que les fragilités dont a parlé Didier et autour desquelles on tournicote depuis ce matin sont effectivement des failles qui risquent de s'agrandir beaucoup. Et c'est probablement justement la sévérité de la crise, l'effondrement des modèles auxquels nous avons tous participé en bons élèves ou en remarquables soignants, travaillant comme des chiens, tout ce que vous voulez. C'est l'effondrement de ces trucs-là qui peut donner une place à ces éléments qui paraissent si atypiques, si mal reconnus, etc. Pas très gai ce que je raconte, mais enfin, on est quelques-uns à penser que ça peut être une modalité de la perspective d'évolution. Didier ? Oui, moi je voulais juste réagir sur l'implicite qui a été repris à plusieurs reprises de façon explicite, qui est la valorisation du temps.
Je dis attention à cette notion de valorisation du temps, parce que valoriser le temps, c'est rentrer dans la logique de l'acte, de l'unité que l'on va pouvoir compter. C'est rentrer dans la matrice carrée dont je redoute parfois les effets. Et je crois qu'il faut aussi rentrer dans une logique de valorisation de la mission. C'est-à-dire que la confiance, c'est quoi? C'est dire vous avez une équipe, vous avez un hôpital, vous avez une structure qui doit répondre à des besoins de santé, à un besoin d'une certaine population qui peut se définir. Et on lui donne les moyens pour le faire, et on lui fait confiance sur le fait qu'elle utilisera ces moyens de la façon la plus perfectionnée, optimale, humaine possible. C'est ça l'objet de la transformation. Si on rentre dans une logique qui est de valoriser le temps de tout ce que l'on fait, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance, et que parce qu'on ne fait pas confiance, on veut compter tout ce qui va se faire. Et on sait qu'en médecine, on ne pourra pas tout compter, parce que c'est forcément beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourra mettre dans une table. Bonjour, Alfredo da Silva, directeur de la vie sociale à la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Alors, un témoignage très court et une question tout aussi courte. Nous avons rencontré mercredi matin avec Marie-France Beaufils, sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, l'Ordre des médecins d'Indre-et-Loire, parce que nous étions, et nous sommes encore, très inquiets de l'état de la démographie médicale sur notre commune, qui est l'une des plus pauvres d'Indre-et-Loire, ou la population la plus pauvre. Et donc, l'Ordre des médecins nous a confirmé que parmi les départs de médecins, pas qu'à la retraite, une partie d'entre eux ont fait le choix de s'installer ailleurs parce qu'ils en avaient assez de faire du social et que les CMU tardaient parfois à payer leurs consultations lorsqu'ils n'avaient pas la possibilité de payer, et nous ont incités à réfléchir sur l'attractivité du territoire. Mais je ne sais pas bien comment rendre moins pauvres des pauvres, je ne sais pas bien comment rendre plus attractif un territoire qui ne l'est pas, et le sera difficilement, et je ne sais pas bien comment donner envie aussi à des médecins de s'intéresser à la population de Saint-Pierre-des-Corps. C'est difficile, ouais. Denis joue le désenchanté. C'est clair. Ne vous offusquez pas si on ne répond pas. Parce que les questions les plus fondamentales laissent des fois les gens dans les arrois, mais nous font réfléchir. Edgar Morin, rien à dire là-dessus, Denis? Ton préféré? Ça va, j'ai dit tout à l'heure. Non, mais effectivement, enfin, je ne peux que redire. Enfin, on voit bien qu'on est... c'est difficile et douloureux de changer de logique. Et effectivement, ce que vous dites sur le médecin qui dit « ras-le-bol de faire du social, pas fait des longues études pour arriver à ça, c'est connerie », même si j'aggrave que c'est moins caricatural que ça, la réalité, c'est... J'ai participé avec Chantal Deschamps, dont je parlais tout à l'heure, à l'enquête qu'a menée Didier Sicard sur la fin de vie. Or, en fait, on voyait bien que les problématiques de la fin de vie étaient à la fois des problématiques médicales, mais des problématiques d'un accompagnement assez global, et que beaucoup de médecins étaient complètement désemparés en disant « mais j'ai pas appris ça, ça fait appel, il faut que je fasse appel à ma sensibilité à côté de ma compétence technique. On m'avait tapé sur les doigts pour me dire il faut mettre de côté sa subjectivité par mes études. » Enfin, je ne veux pas vous faire un trop long numéro, mais on voyait la contradiction qu'il y avait entre les éléments de sélection progressive puis d'approfondissement de leur pratique par les médecins, qui se sentaient presque floués quand on leur dit « ah oui, mais attendez, maintenant la société a changé, les attentes des gens, les attentes des aidants, l'entourage fait que effectivement il faut que le métier... » C'est forcément extrêmement compliqué. Et du coup, les décalages sont assez longs, puisque effectivement ces évolutions font appel à tout ça. Mais je ne suis pas plus malin que les autres, c'est-à-dire qu'effectivement, dans votre situation, vous dites « mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que mon territoire, il est comme il est, les gens, je ne vais pas les changer, les pauvres, je ne vais pas les rendre riches en claquant dans mes doigts. » Effectivement, il faut essayer de bricoler comme on peut. Juste, la réflexion de Denis m'évoque un point d'information pour sortir aussi du pessimisme. Quand on a diligenté l'enquête, vous savez, sur ce que souhaitent les étudiants en médecine à la sortie des facultés, les gens pourraient retenir ce que vous dites, le social. En fait, ce n'est pas totalement ça sur les jeunes générations. Et je trouve que c'est un sujet d'espérance. Ces thématiques nous intéressent, mais on ne veut pas être seul à les gérer, et on veut que la puissance collective soit organisée pour ce qu'on disait tout à l'heure, la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité. Donc il y a des expériences qui sont menées autour de ça, mais je pense que voilà, à travers la créativité de ce qu'on va imaginer comme nouveau mode d'exercice professionnel,
je pense qu'on peut quand même répondre à ces questions-là. Et effectivement, si on continue à dire les territoires médicaux, je suis un peu critique, mais si vous comprenez dans cette enceinte, je m'en excuse, ça consiste à dire on met des médecins, on donne une incitation financière à mettre des médecins là, ça ne marchera pas. Si on dit aux médecins, et moi j'en ai beaucoup en formation de ces jeunes comme ça, qui passent d'ailleurs à travers les passes et qui apprennent cette nouvelle type de médecine, si on leur dit vous avez l'environnement, vous avez réellement cette pluridisciplinarité, vous avez vraiment l'assistante sociale, vous avez vraiment, et tout ça est à proximité, et c'est dans un esprit d'équipe, c'est pas du tout pareil que le dispositif actuel où il faut passer 1h30, il n'y a aucune critique dans mon propos pour arriver à joindre une assistante sociale quelque part. Donc c'est aussi en réinventant ces fluidités, ces systèmes qu'on peut en sortir, parce qu'autrement c'est désespérant. Je vous rejoins sur le diagnostic. Je dis simplement qu'attention à ce que le temps de la créativité ne soit pas trop long par rapport au temps des réalités territoriales. Parce qu'on risque d'avoir des ruptures sur la décennie qui viennent. Si on attend que toutes les mentalités changent pour que ça se fasse, il y a des gens qui vont souffrir. Et je crois personnellement qu'on peut aussi ajouter à cela, c'est-à-dire qu'on peut inciter à la créativité si on a le courage de mobiliser les moyens de façon proportionnelle, ou en tout cas d'en mettre plus là où c'est plus difficile et moins où ça l'est moins, y compris dans les recrutements de médecine des étudiants et dans la capacité de mettre des moyens de la collectivité à disposition des équipes lorsqu'elles acceptent d'intervenir là où il le faut. Car de toute façon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Parce que ça, c'est quand même le fruit de notre système non organisé que j'évoquais tout à l'heure, depuis l'origine, par rapport à la plupart des autres pays. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui face à ce genre de situation ? On demande à l'hôpital, moi je vois se développer des consultations hospitalières avancées, qui est quand même le système le plus coûteux qu'on puisse imaginer pour répondre à un problème de régulation de l'offre de soins dans les territoires. Donc je crois que, entre la réponse politique par l'hôpital doit faire, puisque c'est le seul instrument sur lequel on puisse agir, par rapport au rythme de la créativité et de l'organisation, je voudrais qu'on déplace un tout petit peu les moyens. J'espère que vous serez entendu. Oui, une question là, puis une autre là-bas. Oui, je voulais revenir sur le rôle d'observateur de médecins de passe, de ce qui se passe dans les régions qui peuvent être défavorisées un petit peu à la campagne, etc. Il est évident qu'on commence à voir arriver des gens qui n'arrivent pas à trouver de médecins traitants et qui font 30 ou 50 km pour venir dans la consultation passe. Parce qu'ils savent éventuellement que il y aura quelqu'un qui va les écouter, et surtout qu'on va être à plusieurs à les écouter et à pouvoir hiérarchiser les problèmes avec eux, ce qui est la première amorce. Je veux dire, à partir du moment où on ne dit pas il n'y a que la médecine ou il n'y a que le social, mais on prend en compte les différents problèmes et on les résout les uns après les autres, c'est la manière de redonner l'espoir aux gens que leur problème à terme va être réglé. Alors, on commence petit, on est dans un cadre contraint, mais au moins on avance un petit peu. Et ça, je pense que c'est une démarche que les gens comprennent très bien et qui, je pense, serait intéressante à extrapoler sur un plan médecine en général. Thierry Saint-Val de la PASS de Bayonne et aussi médecin urgentiste. Alors je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, quand j'étais étudiant, pour moi, l'assistante sociale, c'était la secrétaire qui allait juste nous faire la place en convalescence. Bravo. Alors je le dis, je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux. Et ce que tu dis quand on parle de social, que les médecins, justement, quand ils sortent de leurs études, eux, ils ont cette image-là. Et je suis toujours dans cette réflexion, comme quoi l'État a cloisonné le sanitaire, le médico-social et le social. Nous, quand nous étions étudiants, l'hôpital a perdu sa valence sociale à la fin des années 70, début 80. On parle de care, de prendre soin. Et je pense que le fait d'avoir perdu justement ce côté social, de voir ce que c'est exactement le travail d'une assistante sociale, de voir comment est-ce qu'elle peut aider le médecin. Parce que dans mes souvenirs, on a eu 1 heure ou 2 heures de cours sur le fait que quand on pouvait s'installer, on pouvait éventuellement contacter l'assistante sociale du CCAS, qu'on pouvait contacter éventuellement la PMI. Et en fait, on n'a eu aucune formation sur ce qu'était réellement le travail en lien avec les travailleurs sociaux. De plus, et je m'auto-flagelle, nous sommes cantonnés à notre secret médical, au secret professionnel de l'assistante sociale, et il faudrait peut-être, et c'est une réflexion,
à avoir un secret professionnel partagé avec les travailleurs sociaux qui travaillent à l'extérieur de l'hôpital, qui travaillent aussi entre le médecin généraliste et l'extérieur, de telle manière à ce qu'on ait vraiment une prise en charge globale. Et là, peut-être, même sans avoir d'avoir au moins cette idée de décloisonner le sanitaire, le médico-social et le social. Maintenant, je vais revenir un petit peu à l'objet du colloque. Ne trouvez-vous pas qu'il y a une ambiguïté entre le savoir et la connaissance? Savoir entre ce qu'a l'usager, le patient, grâce à Internet, grâce aux informations, grâce à la télé, le savoir du médecin, du devoir d'information, du droit à l'information qu'on nous impose. Et ce devoir d'information, ce droit à l'information, c'est juste maintenant, on pense surtout au médico-légal, nous en tant que médecins, soignants. Et n'y a-t-il pas une problématique par rapport au devoir de communication? Parce qu'on oublie souvent que information ne veut pas dire forcément communication. Et dans le prendre soin, dans le care, justement, il y a une nécessité de communiquer, d'être à l'écoute de l'autre. Et pas simplement lui déballer les risques de complications, le risque de traitement, vous allez rester tant de temps, et puis votre cicatrice ou votre truc, on s'en fout, parce que de toute façon, on est dans la technicité. Et on est tellement dans la technicité que on a donné l'information, on a donné sa petite feuille qui n'a aucune valeur, mais bon, c'est pas grave, on l'a donné, cette information, et on a tout oublié de se prendre soin, qui est justement d'être à l'écoute de son patient, connaître un petit peu ses antécédents familiaux, sa structure sociale, et d'arriver petit à petit à tout lui faire comprendre, et par l'empathie justement, d'arriver à qu'il y ait réellement un échange dans l'acte de soin ou de prendre soin. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est que j'ai eu une formation en psychosomatique, psychologie médicale, je ne sais pas si ça se fait encore, alors c'était sur Bordeaux, et on parlait, moi j'ai appris dernièrement le care grâce à Denis, grâce au collectif PASS, et en fait on parlait du care sans le nommer. Alors, n'y a-t-il pas justement un devoir, et ça a été dit, un devoir de formation au niveau des études, mais pas seulement des médecins, des sociaux, des paramédicaux, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas une formation continue pour remettre un petit peu l'eau au moulin, tout en sachant que les soignants ont ce soin relationnel, et que ce soin relationnel est en train de s'évaporer petit à petit, parce qu'il y a un épuisement professionnel, que les personnes sont de moins en moins à l'écoute de leurs patients quand elles rentrent dans une chambre parce qu'il faut justement prendre l'attention. On leur demande de plus en plus de technicité, comme les médecins hospitaliers où on leur demande de la technicité parce qu'il y a la T2A. Et justement, de discuter dans Soigner l'humain, n'y a-t-il pas aussi une part sur prendre soin du professionnel qui s'épuise, étant donné qu'actuellement on parle en ce moment du burn-out. Et je vous remercie. Il paraît qu'il y a un proverbe qui dit « C'est très difficile de faire boire l'âne qui n'a pas soif ». Moi alors je sais pas, je vais répondre un peu, je vais peut-être pas répondre à votre question, mais quand vous dites care, psychosomatique, formation, finalement, on parlait déjà du care, on faisait du care sans le savoir, comme voilà. Moi, je pense que les notions ne sont pas interchangeables. Je suis pas un grand fan forcément de la notion de care par ailleurs, mais c'est-à-dire que, si vous voulez, vous pouvez réhabiliter l'humain de différentes façons, si vous voulez, d'une façon étroitement psychologique, c'est-à-dire ou d'une façon, je dirais, qui passe par un changement dans la formation des professionnels, etc. Et du coup, ça serait réduire, je dirais, l'humain à une interaction individuelle, c'est-à-dire entre le patient, un patient donné, et un professionnel. Or, et du coup, il y aurait une amnésie ou une cécité par rapport au cadre d'expression ou d'inhibition de ces compétences ou de ces qualités humaines, si vous voulez. Et je pense qu'il faut être très attentif à la façon dont on revendique, le registre dans lequel on revendique cette qualité-là. Je prends cet exemple parce que ça me tient à cœur. Je me suis passionné pour les travaux de Franz de Waal, qui est un éthologue, etc., sur l'empathie. Et il montre qu'en fait, l'empathie, c'est une compétence que tout le monde a,
mais que des cadres, le cadre social désactive ou active. Alors on connaît ça avec les bourreaux ordinaires qui étaient impliqués dans la Shoah par balle, comment la technicité permettait justement de désactiver les questions d'empathie. Donc, et à l'inverse, on peut trouver des cadres, des situations sociales qui activent ces dispositions à l'empathie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette façon de revendiquer, ou de revaloriser le registre humain doit se méfier d'une lecture qui est la tendance spontanée dans nos sociétés individualisantes à des grilles de lecture, à favoriser des grilles de lecture, je dirais, psychologisantes, ou je dirais de bons sentiments, humanistes, et du coup à dépolitiser ces questions-là. Voilà. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête que ces qualités, elles doivent trouver des cadres de facilitation, d'inhibition, et d'éviter les cas d'inhibition. Donc voilà. Donc pour moi, la psychosomatique, le CARE, tout ça, c'est pas la même chose quand même. Juste une petite réflexion sur deux de vos remarques. Bon, sur la question du secret, comme il y a aussi des plus jeunes dans la salle, il faut quand même être très clair aussi sur l'application de la loi du 4 mars 2002. Le secret désormais est un secret professionnel et plus un secret médical. D'accord ? Il est partagé et devant être partagé dans l'intérêt du patient avec son accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui le rappellent en longueur de journée. Pour moi, c'est une faute professionnelle de ne plus partager les données nécessaires, utiles et avec l'accord du patient. On est bien d'accord ? Dans la mesure où, quand ce n'est pas partagé, c'est un préjudice in fine pour la prise en charge de la patiente. Donc ça, c'est très... Voilà. Selon moi, ça doit faire partie des choses qui, effectivement, sont collectives, politiques, voulues et qui doivent passer dans les mentalités. Sur la question que vous posez de l'information, on va tous être d'accord. Les grandes dérives, on les connaît tous, de nos patients, d'accord, amenés à signer, d'accord, encore des formulaires de coloscopie ou autres dans une langue qui n'est pas la leur, de refus de soins dans nos institutions, y compris l'assistance publique, pour protocoles chirurgicaux non signés par le patient ou un de ses proches. On en a également tous les jours. Et là aussi, on est dans des changements de paradigme sur la notion de confiance, puisque vous avez le volet médico-légal qui est un de mes volets, la question de confiance. D'accord ? C'est parce qu'on est sur un mode de défiance que cet écrit a pris la place dedans, d'accord ? Et que si on est... Là aussi, c'est une question... Alors, je n'empiète pas sur Frédéric Pierret, je ne me permettrai pas, mais quand même, on a des liens, au-delà des liens d'amitié. Si on a une inversion de la lecture politique de ce que doit être, d'accord, l'assentiment d'un patient dans une société, ce n'est pas la même chose que de dire on construit une société sur le consentement médico-légal et juridique. Et peut-être que là aussi, nos tutelles ont à travailler ces questions-là. Voilà. Oui, Jacques Barrier de Nantes. Je voudrais apporter une lueur d'espoir sur la formation des médecins. Il se trouve que, c'est très important. Il y a un mouvement actuellement auquel je participe dans le monde anglophone et francophone, qui est celui de l'approche par compétences dans les facultés de médecine. Et cette approche par compétences qui a été complètement mise en place dans beaucoup de facultés nord-américaines, en Europe également, depuis maintenant un peu moins de 10 ans, met en évidence, d'abord, modélise des compétences finales des médecins. Et dans ces compétences finales, il y a également la pluriprofessionnalité, les relations avec les autres patients, avec les autres professions de santé. Et je crois que c'est très important parce que ça oblige à refonder complètement le programme des études de médecine. Et je crois que personne ici n'a pu suivre ces études-là. Les premiers étudiants qui ont finalisé ces études, par exemple à Montréal, vont sortir dans quelques années. Et ils ont une manière de voir la prise en charge de leurs patients est complètement différente et où le CARE a une importance tout à fait considérable. Donc ce mouvement-là est un mouvement tout à fait important qui est en train de diffuser, en Europe à l'heure actuelle. Si on va à Dundee, Maastricht, si on va dans pas mal de facultés, il est mis en place. Je voudrais juste apporter une petite réflexion sur le problème de la confiance. Quand on avait fait un congrès sur 10 ans après la loi du 4 mars 2002, et j'avais demandé, l'intervenant c'était le président de la CME de l'hôpital européen Georges Pompidou, et on lui avait posé la question, qu'est-ce qu'a changé la loi du 4 mars 2002, vue du médecin et président de la CME. Alors, il y a eu un petit moment de silence, il avait dit « Cette loi a créé de la défiance ».
parce que voilà, elle a encadré d'une certaine façon la relation médecin-malade avec l'obligation de l'information, le devoir, etc. Et il faudrait recréer la confiance autrement. Je pense que c'était une réflexion intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une façon d'utiliser la loi du 4 mars qui crée de la défiance. Quand on se réfugie derrière les aspects médico-légaux, et je pense que c'est quand même quelque chose qui a été très très fort, parce que cette loi a été parfois perçue par les professionnels comme une loi imposée, qui a bouleversé beaucoup leur pratique. Voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail aujourd'hui pour recréer la confiance, et je pense que ceux qui peuvent recréer la confiance, ce sont les usagers, les malades. C'est-à-dire que c'est vraiment avec eux qu'on peut recréer cette confiance. J'ai envie de juste donner une petite illustration de ce que vous dites. Dans l'hôpital où je suis, parce que moi c'est Corentin Selton, HEGP, mon groupe hospitalier. L'autre jour, quelqu'un m'appelle en me disant « Le patient demande son dossier médical dans un service, une interne, est-ce que je peux lui donner ?» Et je lui dis « Mais pourquoi tu ne lui donnerais pas ?» Il me dit « Parce que quand je suis arrivé comme interne à l'établissement, on m'a fait une formation, on m'a dit que l'accès au dossier médical devait passer par la direction des droits des patients et le service juridique. » Et je lui ai expliqué « Maintenant, mais ça, c'est le service quand ça ne va pas ou quand il y a un problème, mais bien évidemment. » Donc, on est là au cœur de la question de la formation, une interne. Deuxièmement, du fonctionnement de l'institution qui diffuse un message. Et troisièmement, d'une loi qui n'est pas appliquée dans son esprit. Voilà. Donc, je vais vraiment dans votre sens. Certes, excusez-moi, je reprends la parole. Certes, on est hospitalier pour la plupart. Ne jamais oublier que les médecins de famille ont très peu de plaintes. Ils prennent soin de leurs patients. J'en parle pour la majorité. Après, c'est sûr, il y a toujours des personnes qui font un peu n'importe quoi. Mais il y a très peu de plaintes médico-légales envers le médecin de famille parce qu'il est auprès des familles. Comme vous l'avez dit, c'est un aidant. Et c'est vrai que c'est à l'hôpital qu'on voit le plus de plaintes ou en clinique. Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a très peu de plaintes dans le monde hospitalier. C'est absolument infime. C'est infime par rapport au nombre d'actes, c'est infime. Les chiffres que je vous ai... Voilà. Et ça... Voilà, ça n'augmente pas, contrairement à ce qu'on avait dit, notamment avec la loi du 4 mars 2002. On avait dit que ça va faire exploser les plaintes. Et quand on voit ce qui s'est passé, non. La seule chose qui explose, et ça c'est quand même intéressant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la demande de communication de documents médicaux. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que les patients, maintenant, ils veulent effectivement savoir, ils veulent prendre un peu leur santé en main, quoi, simplement. Et là, on a un énorme travail à faire. Et là, que ce soit dans le secteur hospitalier ou libéral, mais surtout dans le secteur hospitalier. On est encore dans une culture où le dossier médical, ça appartient au médecin. Et c'est son truc, quoi. Bien, nous allons clore cette première séquence de discussion, car nous avons encore pas mal de travail, de boulot sur la planche.